Le Léviathan disparu. Dans les annales de l'histoire militaire, il existe des armes si étranges et si démesurées qu'elles semblent tout droit sorties d'un roman de science-fiction ou d'un univers steampunk. Des machines qui défient la logique. Dans les années 1930, la France a construit l'une de ces anomalies technologiques, le Surcouf. Ce n'était pas un simple sous-marin, c'était le plus grand, le plus lourd et le plus lourdement armé au monde. Un véritable croiseur submersible capable de rivaliser avec des navires de surface. Pourtant, malgré sa taille titanesque et son armement effrayant, ce joyau de la marine française n'a pas connu une fin glorieuse au combat. Dans la nuit du 18 au 19 février 1942, ce monstre d'acier et ses 130 hommes d'équipage se sont littéralement volatilisés dans les eaux chaudes des Caraïbes. Aujourd'hui encore, sa disparition reste l'une des plus grandes énigmes de la Seconde Guerre mondiale. Contourner les règles du jeu. Pour comprendre comment une telle folie d'ingénierie a pu voir le jour, il faut remonter à 1922. Après la Première Guerre mondiale, les grandes puissances signent le traité naval de Washington pour éviter une nouvelle course aux armements. Ce traité limite drastiquement le nombre et le tonnage des cuirassés et des croiseurs de surface que chaque pays a le droit de construire. Mais la France, vexée par ces quotas qu'elle juge désavantageux, trouve une faille juridique brillante. Le traité ne limite pas l'armement des sous-marins. Les ingénieurs français décident alors de fusionner deux concepts, la furtivité d'un sous-marin et la puissance de feu dévastatrice d'un croiseur lourd. Le projet du croiseur sous-marin est né. Il sera baptisé Surcouf, en l'honneur du célèbre corsaire de Saint-Malo. Des mensurations titanesques. Lorsqu'il est lancé en 1929, le monde entier retient son souffle. Le Surcouf est un behemoth absolu. Il mesure 110 mètres de long, soit la longueur d'un terrain de football, et déplace plus de 4300 tonnes en plongée. À l'époque, c'est du jamais vu. Il restera le plus grand sous-marin de la planète jusqu'à l'apparition des sous-marins géants japonais à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale. Son autonomie est tout aussi folle. Il peut parcourir 18 500 km en surface, de quoi faire un aller-retour entre la France et les Antilles sans jamais avoir besoin de ravitailler. À l'intérieur, c'est une véritable ville sous-marine, abritant un équipage massif de 130 marins, avec des réserves de vivres prévues pour des mois de traque océanique. Le choc des canons géants. Mais ce qui rend le Surcouf unique au monde, c'est son kiosque. Sur un sous-marin classique, on trouve au mieux un petit canon de pont de 88 ou 100 mm. Le Surcouf, lui, est équipé d'une tourelle massive et étanche, abritant deux énormes canons de 203 mm. C'est exactement le même calibre que l'artillerie principale des croiseurs lourds de l'époque. Ces canons pèsent des dizaines de tonnes et peuvent tirer des obus de 120 kg à près de 28 km de distance. L'idée tactique était simple et terrifiante. Le Surcouf devait s'approcher furtivement sous l'eau d'un convoi marchand ennemi, faire surface brusquement, pulvériser les navires avec ses canons lourds en quelques minutes, puis replonger avant même que l'ennemi n'ait le temps de riposter. Comme si ces canons géants ne suffisaient pas, les concepteurs français ont ajouté un élément digne de James Bond. Comment viser une cible à 28 km alors qu'au ras de l'eau, l'horizon n'est qu'à une quinzaine de kilomètres? La solution, un avion. À l'arrière du kiosque, le Surcouf abrite un hangar cylindrique parfaitement étanche. À l'intérieur repose un petit hydravion de reconnaissance spécialement conçu pour lui, le Besson M B411. Une fois le sous-marin en surface, l'équipage ouvrait le hangar, sortait l'hydravion sur des rails, déployait ses ailes démontables et le mettait à l'eau grâce à une grue. L'avion décollait, repérait les cibles au-delà de l'horizon, guidait les tirs des canons géants par radio, puis revenait se poser près du monstre d'acier. Une forteresse surarmée. Et l'arsenal ne s'arrêtait pas là. Si les canons et l'avion venaient à faillir, le Surcouf disposait d'une puissance de feu sous-marine colossale. Il était équipé de 12 tubes lance-torpilles répartis à l'avant et à l'arrière, avec une réserve de 22 torpilles lourdes. Pour se défendre contre les avions ennemis lorsqu'ils naviguaient en surface, il embarquait également des canons anti-aériens et des mitrailleuses. Il disposait même d'une soute spécialement conçue pour abriter 40 prisonniers de guerre au cas où il coulerait un navire marchand et déciderait de capturer l'équipage ennemi.
Sur le papier, ce navire était l'arme absolue, l'incarnation de la supériorité technologique française, le cauchemar des ingénieurs. Mais la réalité de la mer est souvent plus cruelle que les plans des ingénieurs. En pratique, le Surcouf était un cauchemar logistique et opérationnel. Son principal défaut était vital pour un sous-marin. Il était dramatiquement lent à plonger. À cause de sa taille et de son énorme tourelle, il lui fallait parfois plus de 2 minutes pour disparaître sous les vagues, le rendant extrêmement vulnérable aux attaques aériennes surprises. En surface, la masse de ses canons le déséquilibrait, provoquant un roulis infernal qui épuisait l'équipage et rendait la visée de l'artillerie très compliquée. Enfin, l'étanchéité de la tourelle des canons géants posait constamment problème, et l'hydravion était si complexe à assembler que son utilisation en zone de combat s'avérait presque suicidaire. 1940, la débâcle et la fuite. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate en 1939, le Surcouf effectue quelques missions d'escorte dans l'Atlantique. Mais son heure de vérité arrive en juin 1940 avec la chute de la France. Alors qu'il est en réparation dans le port de Brest, avec un moteur en panne et incapable de plonger, les chars allemands approchent. Pour éviter que ce joyau technologique ne tombe aux mains d'Adolf Hitler, l'équipage accomplit un miracle. Roulant sur un seul moteur, en naviguant en surface sous la menace constante de la Luftwaffe, le Surcouf parvient in extremis à traverser la Manche et à trouver refuge dans le port de Plymouth en Angleterre. Il est sauvé, mais le drame ne fait que commencer. Le bain de sang de Plymouth. Le 3 juillet 1940, craignant que la puissante flotte française ne rejoigne l'Allemagne, Winston Churchill déclenche l'opération Catapulte, la saisie par la force de tous les navires français dans les ports britanniques. La nuit tombe sur Plymouth. Des commandos britanniques lourdement armés montent secrètement à bord du Surcouf. L'incompréhension est totale. Les marins français se sentent trahis par leurs alliés. Une violente fusillade éclate dans les coursives exiguës du sous-marin. Le bilan est tragique. 3 officiers britanniques et un quartier-maître français sont tués sur le coup. Le plus grand sous-marin du monde vient d'être capturé dans le sang par ceux qui devaient être ses frères d'armes. Cet événement laissera une cicatrice profonde. Le symbole de la France libre. Finalement, fin 1940, le gouvernement britannique remet le Surcouf aux forces navales françaises libres, FNFL, du général de Gaulle. La majorité de l'équipage d'origine, choqué par l'attaque britannique, refuse de rester et est remplacé par des marins volontaires, parfois des pêcheurs bretons inexpérimentés sur une machine aussi complexe. Le Surcouf devient alors un fantastique outil de propagande. De Gaulle l'utilise pour montrer que la France libre combat toujours avec du matériel de pointe. En décembre 1941, le sous-marin participe même, aux côtés de corvettes françaises, à la libération de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon en Amérique du Nord, offrant au général de Gaulle son premier territoire libéré sans l'accord des Américains. La mission vers le Pacifique. Début 1942, la guerre devient mondiale avec l'entrée en lice du Japon. Le Surcouf reçoit l'ordre de quitter l'Atlantique pour rejoindre Tahiti via le canal de Panama afin de défendre les possessions françaises dans l'océan Pacifique. Il fait une escale aux Bermudes pour se ravitailler. Le 12 février 1942, il largue les amarres et met le cap vers le sud, en direction de la mer des Caraïbes. Naviguant en surface, car l'un de ses moteurs électriques est en panne, l'empêchant de plonger efficacement, le monstre d'acier trace sa route dans la nuit tropicale. Il doit signaler sa position à l'approche du canal de Panama, mais le commandement allié n'entendra plus jamais parler de lui. Le mystère de la disparition. Dans la nuit du 18 au 19 février 1942, le Surcouf disparaît corps et biens, emportant 130 marins avec lui. Aucun appel de détresse, aucun débris officiel n'est retrouvé. La thèse officielle, validée par les commissions d'enquête américaines, conclut à un accident tragique. Cette nuit-là, un gros cargo marchand américain, le Thomson Lykes, naviguait tout feu éteint dans la même zone. Son équipage a rapporté avoir violemment percuté un objet partiellement immergé dans l'obscurité, entendant des cris dans l'eau avant de fuir par peur des sous-marins allemands. Le Surcouf, privé de sa capacité de plonger rapidement,
aurait été éperonné et coulé à pic par le cargo allié. Les théories et l'héritage. Les théories et l'héritage, conclusion. Mais cette version officielle n'a jamais convaincu tout le monde. De nombreuses théories du complot et thèses alternatives continuent d'agiter les historiens. Certains affirment que le Surcouf a été bombardé par erreur par des avions anti-sous-marins américains qu'il aurait pris pour un U-boat allemand. D'autres archives suggèrent qu'il aurait été torpillé quelques jours plus tard par le sous-marin allemand U-502 qui patrouillait dans le secteur. Quelle que soit la vérité, l'épave de ce Léviathan de 110 mètres n'a jamais été localisée. Il repose quelque part à 3000 mètres de fond au nord de Panama. Le Surcouf restera à jamais ce monstre de Frankenstein des mers, l'une des armes les plus folles et tragiques du XXe siècle. Si vous avez été captivé par le mystère de ce géant des mers, torpillez le bouton j'aime et abonnez-vous. Dites-moi en commentaire quelle théorie sur sa disparition vous semble la plus crédible. À très bientôt pour une nouvelle enquête historique.